Mettez-nous simplement au courant de l'affaire, de la question concernant le docteur Aafia Siddiqui et expliquez pourquoi elle croupit actuellement dans une prison au Texas. Ils ont finalement fini par l'enlever exactement le 30 mars 2003, le jour même. S'agit-il d'une autorité pakistanaise? Eh bien, ce sont les autorités pakistanaises qui l'ont fait pour les Américains. Le gouvernement pakistanais a payé 2 millions de dollars à ses avocats pour la représenter. Ah, d'accord. Ces gens-là ne vont pas faire ce qu'Aafia voulait, c'est-à-dire dire la vérité. Vous savez, ces personnes sont coupables de l'avoir enlevé, d'avoir enlevé les enfants, de les avoir vendus aux Américains, puis d'avoir tenté de les assassiner. Leurs crimes sont sans fin. L'establishment au Pakistan et la CIA ont menti à ce sujet pendant 20 ans. Le général Musharraf vacillait à la fin de son mandat. Si elle était apparue au Pakistan avec toute l'histoire de sa torture, des enfants et de tout le reste, cela aurait vraiment marqué la fin de son gouvernement. Quelle est la prochaine étape? S'il y avait un système judiciaire, en réalité, il serait alors inculpé. Clive Savas-Smith, bienvenue dans le monde musulman penseur. Je suis heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Écoutez, c'est toujours un grand plaisir. Et honnêtement, j'ai dû venir en chercher une autre, car Fatima, qui travaille avec moi, en voulait vraiment une autre. Alors, vous savez, je ne suis là que pour une seule raison, soyons honnêtes. Super. Eh bien, nous avons une tasse pour toi, Clive. Je suis vraiment ravi que vous nous ayez rejoints. Tu viens de rentrer d'un très long voyage en Afghanistan. Je crois que tu viens tout juste de rentrer. Tu es un vrai globe-trotter. Tu es revenu hier soir, c'est ça? Oui, je suis rentré hier soir. Je crois que je t'ai attrapé en plein vol, ou du moins très tôt. Quelque chose comme ça. Et tu sais, vraiment, j'étais très reconnaissant. J'ai quitté Kaboul seulement 4 ou 5 heures avant que le Pakistan ne commence à bombarder la ville. Donc je ne sais pas, j'attire ces personnes. La dernière fois que j'étais au Pakistan, c'était au moment où les Indiens ont commencé à attaquer. Je vais donc rester un peu dans le Dorset, en espérant que personne ne se mette à nous tirer dessus avec des missiles. Droite. D'accord. Eh bien, espérons que non. Je veux dire, moi, vous venez de rentrer de Kaboul. Et pour vous donner un contexte, bien sûr, chaque fois que je vous reçois dans mon émission, j'aimerais vous parler d'autre chose, mais c'est vraiment le docteur Aafia Siddiqui et son affaire. Oui, j'étais là principalement pour elle, mais aussi pour certains des gars de Guantanamo. Je suis assez confiant que nous aurons Mohamed Rahim, le dernier Afghan, libéré dans les prochains jours, ce qui est formidable. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'Afghanistan, avant d'en venir à Dr Aafia, comment avez-vous quitté Kaboul? Je connais le Pakistan, mais avant cela, comment avez-vous quitté Kaboul? Quel est le... Eh bien, je dois dire que j'ai toujours été... Aviez-vous Internet? Je veux dire, pouviez-vous communiquer avec le monde? Il y a eu 2 jours où ils ont coupé Internet. Oui. Et après, je ne pouvais rien faire. Vous n'aviez pas de téléphone non plus. Ils ont vraiment rendu la vie assez difficile. Mais j'ai quand même réussi à faire beaucoup de travail. J'ai lu plus tard dans les médias occidentaux toutes les fantaisies qu'ils avaient sur la raison de cela. Et les talibans essayaient d'empêcher les vices occidentaux de s'infiltrer et tout ce genre de choses. Mais ce n'était tout simplement pas le cas. C'était parce qu'ils installaient un nouveau serveur Internet et qu'ils essayaient de régler ça. Ils ont 1 ou 2 idées bizarres sur Internet, mais ce n'était pas ce que l'Occident prétend. Et une grande partie de ce que je vois là-bas n'est pas comme l'Occident le dit. Vous savez, je devrais d'abord préciser que je ne suis vraiment pas d'accord avec certaines politiques envers les femmes, fondamentalement pas. Mais ensuite, c'est vrai pour 80% du peuple afghan, y compris une grande partie de leur gouvernement. J'ai parlé à des membres du gouvernement qui disent « J'ai des filles, je veux que ma fille ait une éducation ». Donc c'est évidemment un problème, mais c'est un problème sur lequel l'Occident reste sur la touche à crier. D'une manière qui est en réalité très contre-productive pour les droits des femmes. Cela ne fait que renforcer les conservateurs de Kandahar parce que c'est l'Occident qui leur dit quoi faire. Nous devons agir de manière plus positive à ce sujet. Mais la réalité, c'est que le premier devoir de tout gouvernement est d'assurer la sécurité du pays. Et si seulement nous pouvions empêcher les Pakistanais de les bombarder.
L'Afghanistan est l'endroit le plus sûr où je me rends. La première fois que je suis allé là-bas, les Afghans m'ont donné des agents de sécurité, de grands types avec des turbans et des AK-47. Je leur ai dit, écoutez, vous perdez vraiment votre temps. Merci, je vais au Texas la semaine prochaine, j'ai besoin de toi là-bas. Et c'est vraiment, vraiment sûr partout où je vais, et c'est formidable après 45 ans de guerre. Droite. Bon, eh bien. Nous sommes ici pour parler du cas vraiment malheureux du docteur Afia Siddiqui. Je sais que sa sœur Fauzia était ici. Elle me manquait. Malheureusement, j'étais à l'étranger, mais je sais qu'elle a été formidable dans son combat pour cette cause. Elle est incroyable en général, Fauzia. Donc, vous étiez en Afghanistan, en partie pour enquêter et continuer à enquêter sur l'affaire d'Afia Siddiqui. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne l'ont pas fait, regardez les 2 émissions précédentes et je vous encourage vraiment à le faire. Pouvez-vous simplement nous remettre à jour sur l'affaire ou sur la question du docteur Afia Siddiqui et pourquoi elle croupit actuellement dans une prison au Texas? Donc, un peu de contexte. Les États-Unis se sont mis en tête juste après le 11 septembre. Évidemment, il y a eu des milliers, vous savez, 15 000 musulmans arrêtés après le 11 septembre. Il y avait toutes sortes d'islamophobie. J'y étais, je m'en souviens. Oui. Et Afia a été prise dans tout cela, et petit à petit, les États-Unis ont rassemblé des éléments à son sujet, dont pratiquement tout s'est avéré faux. Donc très brièvement, nous allons revenir là-dessus et en discuter un peu plus tard. Mais ils ont ensuite décidé qu'elle était une dirigeante d'Al-Qaïda, ce qui, vous savez, pourrait vous amener à leur dire « Et il n'y avait pas de femme à la tête d'Al-Qaïda, qui est une organisation fondamentalement misogyne. » Mais ils ont fini par l'enlever le 30 mars 2003. Est-ce une autorité pakistanaise? Eh bien, ce sont les autorités pakistanaises qui l'ont fait pour les Américains. Vous aurez lu en général dans le livre de Musharraf à la page 234 comment il se vantait que des centaines de personnes avaient été vendues aux Américains contre des primes. Afia était l'une d'entre elles. Et ce qui la rendait unique, c'est d'abord qu'elle était une femme. Il y avait très peu de femmes impliquées dans cette affaire. Mais le pire, c'est qu'ils ont enlevé ses 3 enfants. Et il y avait Ahmed, âgé de 6 ans, Mariam, âgé de 4 ans, et le petit Sulaiman, âgé de 6 mois. Ainsi, Ahmed a été emmené et placé dans une prison en Afghanistan. Il disait que son nom était Ihsan Ali, et s'il disait un jour qu'il s'appelait Ahmed, il le tuerait. Il est resté là pendant 5 ans. Mariam a été adoptée de force par une famille américaine blanche et chrétienne pendant 7 ans. Et puis Sulaiman, nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé. Au départ, nous pensions, je pensais, qu'il avait été laissé tomber sur la tête et tué. Mais la seule source pour cela est en réalité Ahmed, âgé de 6 ans, regardant par la vitre arrière de la voiture dans laquelle il se trouvait. Et il a raconté cela 5 ans plus tard, ce qui n'est pas vraiment très fiable. Donc, à ce jour, nous ne savons tout simplement pas s'il est vivant ou non. Et puis, Afia a été emmené à la base aérienne de Bagram. Nous pouvons maintenant le prouver. Et il faut se rappeler que l'establishment au Pakistan et la CIA ont menti à ce sujet pendant 20 ans. Mais elle a bien été emmenée là-bas. J'ai de nombreux témoins qui affirment qu'elle a été emmenée à la prison de Bagram. Elle a passé quelque temps dans l'unité d'isolement. Beaucoup de personnes l'ont vue là-bas et m'ont fait des déclarations. Elle a ensuite été emmenée dans ce qu'on appelait la discothèque, qui était un site noir souterrain à Bagram, et elle y a été détenue pendant un certain temps. Puis, elle a été transférée dans une autre prison à Kaboul ou dans ses environs que je n'ai pas encore localisée, où elle a été violée à plusieurs reprises. Et cela a duré 5 ans, et cette pauvre femme, pendant tout ce temps, s'inquiétait pour ses enfants. Et c'est ainsi qu'elle a disparu. Elle était à Bagram. Elle m'a raconté la première fois que je l'ai vue, qu'ils avaient mis des enfants derrière une vitre sans teint et qu'ils faisaient semblant de les torturer en disant que c'était ses enfants.
Vous savez, et puis on imagine en tant que parent, moi je suis sûr que tout le monde peut. Que fait-on dans ce cas-là? Afia m'a dit qu'elle leur disait tout ce qu'ils voulaient entendre, qu'elle inventait ce qu'ils voulaient, mais qu'ils continuaient quand même. Et elle m'a dit que elle a énormément souffert à cause de cela et elle a finalement décidé que la meilleure façon d'y mettre fin était de faire semblant de ne pas s'en soucier. Maintenant, pouvez-vous imaginer être dans cette situation? C'était vraiment des Américains, en fait. Des Américains qui faisaient ça, oui. Et ce n'étaient pas ses enfants, mais elle pensait que c'était le cas. Ensuite, ils lui ont montré des photos de ces deux garçons morts, couverts de sang. Or, nous savons que ces photos étaient falsifiées, car Ahmed est ensuite réapparu vivant. Et puis, il est arrivé un moment où ils ont compris qu'elle n'était vraiment personne. Et cela s'est produit tellement de fois au cours des 20 dernières années, alors ils voulaient se débarrasser d'elle. Et les Américains se seraient simplement débarrassés d'elle. Ils s'en fichaient. Malheureusement, c'était à la mi-2008. Et le général Musharraf vacillait à la fin de son mandat. Et si elle était apparue au Pakistan avec toute l'histoire de sa torture, des enfants et de tout le reste, cela aurait vraiment signé la fin de son gouvernement. Donc, ils ont élaboré, et selon tous mes témoins qui se prononcent à ce sujet, ils disent ceci. Il s'agit d'une opération de l'ISI où ils ont mis en place une opération d'élimination pour se débarrasser d'elle. Et l'idée était la suivante. Ils l'ont envoyée dans un endroit appelé Ghazni, à 150 km au sud-ouest de Kaboul, en lui disant « Si tu vas là-bas, tu pourras retrouver ta fille ». Elle s'y rend. Dans le bus, avec elle se trouve son fils, mais aucun d'eux n'est vraiment sûr de qui ils sont à cause de tout ce qu'ils ont traversé. Mais son fils est habillé en kamikaze. Ils ont signalé une attaque à la bombe suicide. Et elle est assise devant cette mosquée et la police nationale afghane va arriver avec ses AK-47. Ils ne vont pas poser de questions, ils vont juste lui tirer dessus. La seule raison pour laquelle cela n'est pas arrivé, comme nous en avons parlé la dernière fois, c'est que j'ai trouvé ce type. Mohammadi qui a pu lui parler était occupé, parlait ourdou et il lui parlait. Quand la police arrive, il se place entre elle et les armes, lui sauvant la vie. Elle est ensuite emmenée au quartier général de la police nationale afghane. Ils vont simplement la laisser partir parce qu'ils ne voient pas qu'elle ait fait quelque chose de mal. Les Américains interviennent alors parce qu'ils apprennent qu'elle a été arrêtée et c'est là que les versions divergent. Les Américains disent qu'ils ne disent pas avoir soudoyé la police nationale, mais c'est ce qu'ils ont fait pour aller la voir et ils disent qu'ils entrent dans la pièce. L'un d'eux pose sa mitrailleuse comme on le fait en zone de guerre. Afia passe la main sous le rideau, enlève la sécurité. Je suis sûr que vous savez où se trouve la sécurité d'une mitrailleuse M4. Et elle commence à tirer. Ils disent qu'il y a 2 trous dans le mur. Et donc, ce soldat la tire alors courageusement dans le ventre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ce que dit Afia. Elle dit qu'elle entend des voix américaines, pense « Oh mon Dieu, je vais être ramenée pour subir encore plus de torture ». Et elle jette un coup d'œil derrière le rideau. Et ce soldat dit qu'elle est en liberté et lui tire dessus, puis ils inventent l'autre histoire. Et la raison pour laquelle nous savons que c'est vrai est la suivante. Les 2 trous dans le mur où, selon eux, elle aurait tiré des balles, il y a une vidéo que nous avons maintenant qui montre datant d'avant ce jour-là, ces 2 trous dans le mur. Avant que tout cela n'arrive, il n'y avait pas d'obus provenant du M4. Ça ne s'est tout simplement pas produit. Elle est donc abattue. Elle frôle la mort. Elle est soignée. Elle est emmenée à New York, jugée à moins d'1 mile du Ground Zero, et elle est condamnée et reçoit. Vous savez, j'ai eu mes charmants étudiants cet été. Ils ont examiné toutes les affaires de tentatives de meurtre aux États-Unis au cours des 41 dernières années et Afia a reçu la 2e peine la plus longue, au niveau fédéral, soit 86 ans. Un type a eu une peine plus longue. Il avait tenté de tuer 5 policiers et avait un long casier judiciaire. Et il a effectivement tiré sur l'un des policiers. Et ce n'est pas lui qui a été blessé. Voilà donc l'histoire aujourd'hui. Et quelle a été la condamnation? C'était pour terrorisme.
La condamnation était simplement pour tentative de meurtre. Mais Ensuite, ils ajoutent tout ce discours sur le terrorisme et elle est envoyée dans cet endroit, le FMC Carswell. Et vous savez, c'est comme ça que je me suis vraiment impliqué dans cette histoire. Sa sœur, Falzia, m'a demandé d'aller la voir. Je ne pouvais vraiment pas dire non, alors j'y suis allé. Et oh là là, le FMC Carswell. Honnêtement, j'ai visité pratiquement tous les couloirs de la mort en Amérique. Je suis allé à Guantanamo 42 fois. Carswell est le pire. vraiment? Elle s'est plainte auprès de moi d'avoir été violée à plusieurs reprises là-bas. Je ne savais pas vraiment si c'était crédible au départ. J'ai mené mon enquête, j'ai découvert que c'est la prison avec le taux d'agression sexuelle le plus élevé du pays. 13 personnes ont été condamnées pour viol, 13 employés, y compris le pasteur chrétien. Et vous savez, elle est dans cet endroit horrible. Elle a été en isolement cellulaire pratiquement tout le temps. Elle a été traitée encore plus mal que les femmes dans le couloir de la mort là-bas. Elle a été traitée plus mal que n'importe quelle femme en détention fédérale. C'est juste horrible, horrible, horrible. Et il ne la croit tout simplement pas quand elle dit qu'elle s'inquiète que ses enfants soient torturés. Il pense qu'elle invente tout ça. Vous savez, toute cette histoire est juste affreuse. Merci de nous avoir donné le contexte. Donc on vous a confié l'affaire afin, en fait, d'obtenir la clémence pour elle. Et je crois que la dernière fois que nous avons parlé, c'était avant que Biden ne quitte la Maison-Blanche. Et il y avait un certain espoir qu'il y aurait peut-être un échange de prisonniers. Et en échange qu'Afia soit envoyé dans un pays tiers, les Pakistanais libéreraient un individu en particulier. Évidemment, cela ne s'est pas produit. Expliquez-moi simplement pourquoi cela n'a pas eu lieu. Alors, J'ai passé un mois à Washington à courir partout, essayant de les convaincre. Je pense que cela ne s'est vraiment pas produit parce qu'Afia n'était pas un membre de la famille de Joe Biden. Je veux dire, pratiquement tous ceux qui lui étaient liés ont obtenu la clémence. Ouais. Mais non, je veux dire, ils ne l'ont tout simplement pas fait. Et il a attendu jusqu'à 11h45 du matin. Le 20 janvier, 15 minutes avant qu'il ne quitte ses fonctions, probablement son dernier acte en tant que président, il m'a envoyé une lettre à la mauvaise adresse. 9. La clémence est vraiment pathétique et très triste. Ouais. Mais tu sais, je n'ai jamais obtenu de clémence pour qui que ce soit, franchement. Donc je ne suis pas vraiment surpris. Mais ça veut juste dire qu'on doit prendre l'autre voie, c'est-à-dire demander au tribunal de le faire. C'est ça? D'accord. Donc quand tu dis demander au tribunal de le faire, y a-t-il une affaire en cours? Oui, tu sais, parce que donc maintenant, depuis que j'ai été embarqué là-dedans par Falsey, ce dont je suis vraiment content parce que c'est vraiment important, oui. Même si, mon Dieu, c'est beaucoup de travail. Tu le fais bénévolement, tu n'es pas payé pour ça. Non, je ne suis pas payé. Je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. Ouais. On le fait pour une œuvre caritative, parce que je fais partie de ce qu'on appelle une OPWM. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieil homme blanc privilégié. Ah. Et si je ne le fais pas, ma mère me foudroiera du ciel. Bref, oui, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches. Et il y a des nouveautés géniales et intéressantes. Puis-je vous le dis. Oui, je vous en prie. Ouais. Donc depuis la dernière fois que je t'ai vu, oui. Tout d'abord, un agent de l'ICI nous explique ce qui s'est passé. Voilà ce qui agace vraiment le pouvoir en place au Pakistan. L'un des leurs m'a fourni une déclaration sous serment et la rend publique, et il n'est même pas... Il est un tout petit peu en colère parce que je pense qu'ils vont essayer de le tuer, franchement, mais il veut le faire. C'est la bonne chose à faire. J'ai un enregistrement clandestin d'une des personnes qui l'ont enlevé au départ. Wow. Il y a aussi une autre personne qui l'a enlevé au départ, qui raconte comment cette agente américaine s'est fait remettre à sa place. Nous avons donc obtenu la preuve irréfutable de son enlèvement, ce que certains ont tenté de nier pendant 22 ans. Nous avons 2 agents américains, un de la CIA et un autre officier du renseignement, qui nous ont fait part de ce qu'ils pensaient d'elle. C'est tout simplement extraordinaire. Laissez-moi faire comme si vous étiez un agent secret de la CIA, n'est-ce pas? Et vous me dites ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils affirment donc qu'elle possédait une carte verte en tant qu'américaine, ce qui lui permettait d'entrer et de sortir des États-Unis. Est-ce vrai ou faux? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. N'était-elle pas citoyenne, n'est-ce pas?
Oh, tu es encore pire. Vous êtes pire que la CIA. Ouais. Non, elle n'était pas citoyenne. Elle n'avait pas de carte verte. Oh, elle n'avait pas de verre. Carte. Non, elle avait un doctorat du MIT. Ouais. C'est exact. Ce n'était pas le MIT, n'est-ce pas? C'était... Une autre université. Oui, on a tout compris. Peu. Vous savez, oui. Oui, c'est ça. Et ils ont dit MIT, c'était Brandeis. Et ils ont dit que le MIT est une université qui ne fait que des maths et de la physique. C'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Non. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Et donc, elle savait construire une bombe nucléaire. Tu sais construire une bombe nucléaire? Non. Si je savais, je ne le dirais pas, mais je ne sais pas. Tu ne devrais probablement pas, mais c'est évitable. Elle n'a pas de formation en physique nucléaire. Non, il répète qu'elle est scientifique. Non, ce n'est pas le cas. C'est une spécialiste de l'éducation. Son doctorat, c'est un long travail sur l'éducation. Et ils ont dit qu'à cause de cela, elle était la cible d'un complot entre Al-Qaïda et... Quel autre groupe terroriste? Les talibans? C'est ça. Non. C'est les FARC. Les FARC, vraiment. Les Colombiens, c'est ça? Les révolutionnaires colombiens. D'où sortent-ils tout ça? Je vais te dire d'où ils sortent ça. À l'époque, il y avait une grosse bataille pour savoir qui recevait l'argent, non? En ce moment, aux États-Unis, c'est l'ICE qui reçoit tout l'argent, non? Donc, ils prennent tout l'argent du FBI, de la DEA, de l'ATF et des autres services. Après le 11 septembre, soudainement, la guerre contre la drogue a été reléguée au second plan. Et la guerre contre le terrorisme, ou comme Borat l'appelle, la guerre de la terreur, est devenue la grande priorité. Donc tout à coup, tout l'argent allait à la CIA et au FBI. La DEA, désespérée de participer, essayait de transformer ça en affaire de drogue. Alors ils ont d'abord dit qu'Al-Qaïda tirait son argent de l'héroïne en Afghanistan. Et puis d'une manière ou d'une autre, ça a dû venir de toutes ces histoires sur la Colombie. C'est tellement stupide, c'est faux. Voilà donc ce qu'ils pensaient qu'Afia tramait. C'était un non-sens absolu. Nous avons donc demandé à un agent américain de nous le confirmer. Et puis, il y a aussi cette autre histoire. En 2002, vers mars ou avril, le FBI est venu chez Afia avec elle. Mon horrible ex-mari, Amjad Khan. Nous avons réuni toutes ces preuves concernant les violences qu'il lui a infligées, notamment la cicatrice qu'il lui a laissée après lui avoir jeté un biberon. Mais le FBI débarque et découvre qu'il a acheté tout un tas de lunettes de vision nocturne, de gilets pare-balles et autres équipements similaires. Et il dit que c'est parce qu'il est chasseur. Je suis sidéré qu'il n'ait pas été arrêté sur le champ. Ils n'y vont donc qu'une seule fois. Ils reviennent à la charge lorsqu'il reçoit un chèque de 70 000 $ d'Arabie Saoudite. Vous savez, l'Arabie Saoudite, presque tous les conspirateurs du 11 septembre venaient de là-bas. Encore une fois, il dit « Eh bien, je le fais juste pour un ami ». Ils ne font rien à ce sujet. Ils reviennent une troisième fois et demandent « Avez-vous donné de l'argent à ces organisations islamiques ?» C'est donc incroyable. Amjad n'a pas été arrêté, mais lui et Afia se sont alors retrouvés sur des listes de surveillance beaucoup plus strictes. Ils repartent donc tous les deux au Pakistan, où Ensuite, Amjad se dispute avec le père d'Afia et le pousse. Il tombe et fait une crise cardiaque, et la famille attribue sa triste mort à cela. Il y a donc un divorce assez amer. Et c'est à ce moment-là que les soupçons se portent sur Amjad et Afia. Et ils sont tous les deux des soupçons. De la part de qui? Des États-Unis. Ils reçoivent toutes leurs... Des renseignements des Pakistanais. Non, les Pakistanais font un peu cela, mais en réalité, les Américains sont tout à fait capables de tout se tromper eux-mêmes. Ils ont inventé cette théorie sur les diamants de sang. Ils ont trouvé quelqu'un qui affirme qu'Afia faisait du trafic de diamants de sang au Libéria. Et c'était en 2001. En réalité, c'était un jour où l'on peut prouver qu'elle était à l'hôpital à Boston pour passer un scanner. Et, fait intéressant, le FBI avait déjà démystifié tout cela. La CIA continuait pourtant à le répéter. Donc, toutes ces histoires ressortent. Et puis, ce qui se passe, et j'ai découvert d'autres choses vraiment intéressantes. Si vous regardez le rapport du Sénat sur la torture, ils n'appellent pas ça de la torture.
Ils appellent ça des interrogatoires renforcés, bien sûr. Ensuite, la note de bas de page 1898 contient une liste de 9 personnes dont les photos ont été montrées à Khalid Sheikh Mohammed, censé être le cerveau du 11 septembre. Et elles lui ont été montrées par cette femme Bukovski qui se fait appeler la reine de la torture. Et elles lui ont été présentées le 23 mars 2003. L'une d'elles était Afia et il y avait ensuite 8 autres personnes. Or, parmi ces 8 autres personnes, 7 ont été innocentées à ce jour, dont 2 de mes clients. L'un d'eux était Uzair Paracha, un autre Sofula Paracha. La 8e personne aurait apparemment été prise par les autorités au Pakistan, a disparu et n'a plus jamais été revue. Et la 9e personne, c'est Afia. Et donc, il torture KSM. Il identifie alors toutes ces personnes comme étant de grands noms d'Al-Qaïda. Alors, le 28 mars, les Américains arrêtent Uzair Paracha. Il passe 18 ans en prison avant d'être innocenté. Le 30 mars, ils attrapent Afia. Ils demandent à l'establishment pakistanais d'aller l'arrêter et elle est vendue aux Américains. Tout cela, nous pouvons maintenant le prouver et cela prouve sans aucun doute à quel point ils se sont trompés, comment les Pakistanais étaient impliqués et ainsi de suite. Et ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est Ismat, Chus, Faouzia et la mère d'Atia. Oui. Avant de mourir et avant que Mcherif ne meure, a pardonné. Mcherif a envoyé Faouzia voir Mcherif pour lui pardonner personnellement ce qu'il avait fait. Et tu sais, nous ne sommes pas là pour nous venger de ces gens. Nous voulons juste la justice pour Atian. Revenons un peu en arrière. Tu as dit que tu avais un affidavit signé de l'ICI, d'un agent. Qu'est-ce qu'il contient? Explique ça. Eh bien, il explique toute l'histoire. N'est-ce pas? Et il explique aussi comment. Il a affirmé que l'opération d'élimination brutale, la tentative de meurtre d'Afia, était en fait une chose typique et caractéristique de l'ICI. C'était à Ghazni. À Ghazni, oui. Et il était impliqué dans tout cela. Il était impliqué dans l'affaire des diamants de sang parce que c'était une affaire étroitement liée à celle-ci. Et il essayait d'accéder à Afia, dont il savait qu'elle était en Afghanistan avec les Américains. D'accord. Et donc, en gros, il nous aide à prouver l'un des nombreux mensonges qu'ils ont racontés, à savoir où était Afia pendant les 5 années manquantes, de 2003 à 2008. Alors, il dit qu'elle était à Bagram. Elle était à Bagram. Il dit qu'elle était sous la garde des Américains et il essayait de... Ils avaient un accord avec les Américains selon lequel ils pouvaient récupérer des prisonniers s'ils avaient besoin de les interroger sur autre chose. Il voulait lui parler d'une autre affaire et il essayait de la récupérer et c'est à ce moment-là que toute cette horrible histoire a eu lieu. Et les 2 agents américains, l'un de la CIA, l'autre, je crois que tu as dit, des services de renseignement. L'autre est en fait de l'US, renseignement de l'armée de l'air. Il était à Bagram en même temps qu'Afia. Et ils vous ont parlé? Ils m'ont donné des affidavits. Et encore, disons dans... Donc, l'agent américain, le gars de l'armée de l'air, était à la Nouvelle-Orléans quand j'y étais en 2002. Et il a raconté ce qu'il savait sur Afia à partir de cette époque. Il en avait un souvenir très clair. C'est ça. D'accord. Et c'est lui qui nous raconte toutes les fausses informations qu'ils avaient. Il poursuit ensuite en parlant de son séjour au Pakistan après cela et il en discute certains aspects. Puis, il a été à Bagram pendant plusieurs années et il en détaille certains éléments. Donc c'est extrêmement utile. Afia est actuellement en prison. Au Texas. À Fort Worth, Texas, c'est bien ça? Et elle y est depuis 2008, dès 2010 après son procès. Le procès, d'accord. Et vous êtes intervenu dans l'affaire, vous êtes devenu son avocat. Effectivement, quand c'était... En 2023, c'est bien ça. Donc, entre cette période 2008 et 2023, quel était l'état d'Afia? Alors, d'abord, il y a eu son procès, qui a eu lieu en 2010. Maintenant, le problème à ce moment-là était le suivant. Le gouvernement pakistanais a payé 2 millions de dollars à ses avocats pour la représenter. Oh, d'accord. Le gouvernement pakistanais. Oui.
Mais il y a un problème sérieux avec cela, c'est qu'il y avait un énorme conflit d'intérêts. Maintenant, l'une des choses que nous pouvons désormais prouver, au-delà de tout doute, c'est que l'establishment pakistanais a passé les 18 dernières années, ou plutôt 22 ans, à essayer de dissimuler ses propres crimes. Et donc ils ont engagé ces avocats, mais ces personnes n'allaient pas faire ce qu'Afia voulait, c'est-à-dire dire la vérité. Ils ont organisé un procès de défense, où ils ont empêché Afia. Afia essayait de témoigner sur la torture, sur le temps qu'elle a passé à Bagram, sur les enlèvements, et ils empêchent cela parce que les avocats avaient un énorme conflit d'intérêts, puisqu'ils sont payés par les mêmes personnes qui ont causé le problème. Et vous savez, l'une des choses intéressantes à ce sujet qui est vraiment injuste, c'est Falzia, qui est une femme. Si jamais vous avez des ennuis, vous voudriez cette femme comme sœur. Je veux dire, elle est tout simplement incroyable. Mais l'establishment pakistanais a déployé des efforts sans fin pour l'intimider. Ils ont déposé des cadavres, ou il est allégué qu'ils ont déposé des cadavres, devant sa porte, dans sa maison. Apparemment, ils lui ont envoyé des balles par la poste. Des gens lui ont dit, et ils l'ont dit à sa mère, que si elle ne se retirait pas, certaines de leurs autres filles allaient disparaître. Il y a eu des tentatives d'enlèvement des enfants. Il y a eu toutes sortes de menaces. Je veux dire, même pendant que je la représentais, ils l'ont emmenée, les yeux bandés, et l'ont menacée. Je continue à faire mon travail. On enlève Fawzia. Fawzia s'en va. Vraiment. Ouais. Et écoutez, je leur dis, si vous voulez kidnapper quelqu'un, venez me kidnapper. Je veux dire, ce n'est pas Fawzia qui le peut. Elle ne peut pas m'arrêter. Et elle, vous savez, nous le précisons très clairement. Je représente Afia. Et même si j'aime beaucoup Fawzia, je la trouve formidable, je ne peux pas trahir Afia à cause de ce qui se passe. Mais, vous savez, ça continue encore et encore. Et il y a eu toute cette histoire pour savoir si le Pakistan allait intervenir avec un mémoire amicus, un mémoire d'amis de la cour pour Afia. Vous savez, ils avaient accepté. Et nous étions au tribunal et ce charmant juge à Islamabad nous aidait à organiser cela. Ils ont donc accepté. Le procureur général lui-même a donné son accord. Ils se sont alors rétractés et le juge les a menacés d'outrage au tribunal et de toutes les autres sanctions s'ils ne s'expliquaient pas. Et nous savons tous ce qui se passe, n'est-ce pas? Leurs marionnettistes leur dictent leur conduite. J'ai donc eu de longues discussions avec le procureur général et le ministre de la Justice, qui sont tous deux des personnes respectables. Au Pakistan. Et nous nous sommes mis d'accord sur une autre manière de rédiger le mémoire d'amicus curiae qui leur convenait. Ils ont ensuite obtenu, apparemment ce sont les mêmes personnes qui leur ont dit une nouvelle fois qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ainsi, sans cesse, le pouvoir en place ne fait que contrecarrer nos efforts. Mais il y a 2 semaines, quand je suis allé en Afghanistan, Fawzia devait m'y rejoindre et nous devions aller à Kandahar. Il y a encore des choses que je veux découvrir. Je veux dire, nous avons déjà assez de preuves pour couler ces gens sans laisser de traces, mais on n'en a jamais trop. Donc Fawzia devait venir aussi. Nous devions aller à Kandahar et rencontrer toutes les autorités en place. Obtenir un peu plus d'aide. Elle reçoit alors un appel d'un homme qui dit s'appeler Hayatullah, qu'il est avec les Haqqani et qu'il lui dit qu'elle ne peut pas aller en Afghanistan, que les Afghans ne vont plus nous aider, et ainsi de suite. Alors elle m'en informe et je lui demande « Eh bien, tu sais, d'où t'a-t-il appelé ?» Alors elle rappelle le numéro, et c'est un numéro du Pakistan appartenant à quelqu'un d'autre avec qui elle avait déjà parlé, et donc je dis « Tu sais, ce type est évidemment un larbin de l'ici. » Mais ensuite, je parle à Anas Haqqani, qui est l'un des vrais Haqqani et l'un des frères. Et il me dit, sa première réaction est « Ce type n'est pas des nôtres, c'est un larbin de l'ISI. » Il continue donc à déployer ses efforts pitoyables pour empêcher Fawzi et moi de faire ce que nous avons à faire. Et expliquez cela. Pourquoi? Pourquoi les autorités pakistanaises sont-elles si agacées par Fawzi et pourquoi ne veulent-ils pas? Ils n'en veulent pas car s'il existait un véritable système judiciaire au Pakistan, ils seraient inculpés. Toi, sachez que ces gens sont coupables de l'avoir enlevé, d'avoir enlevé les enfants, de les avoir vendus aux Américains, puis d'avoir tenté de les assassiner et enfin d'avoir essayé de dissimuler leurs méfaits. Et, vous savez, leurs crimes sont sans fin. Donc non,
nous ne sommes pas intéressés à les poursuivre, mais ils sont tellement paranoïaques et tout leur, vous savez, ce sont des brutes. Et toute leur mentalité de brute consiste à être paranoïaque parce qu'ils savent qu'ils ont mal agi. Je viens d'écrire un article qui va probablement me valoir d'être enlevé la prochaine fois que j'irai là-bas à propos de ces gens. Vous savez, ils ont besoin de lire la Constitution. La Constitution dit que chacune de ces personnes a prêté serment en tant qu'officier militaire de défendre la Constitution pour protéger les Pakistanais et ils ont fait exactement le contraire. Et vous savez, ils doivent arrêter ces absurdités. Ils le doivent vraiment. Par l'establishment pakistanais, pouvez-vous être plus précis? De qui parlons-nous vraiment ici? Eh bien, ils les appellent l'establishment. C'est l'armée Eliazi qui sont impliqués et c'est vraiment triste. Oui. Vous savez, ce qui se passe au Pakistan en général me rend très triste avec mon vieil ami Imran Khan et tout le reste. Et vous savez, ils sont simplement en train de ruiner un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est vrai. Donc, pour bien comprendre, l'establishment pakistanais, l'armée pakistanaise, Asim Munir, peut-être, vous savez, les chefs de l'ISI, ils ne veulent pas qu'Afia rentre chez elle. Ils ne veulent pas non plus qu'elle soit libérée dans un pays tiers. Eh bien, je ne cite pas vraiment de nom parce que je ne sais pas lequel de ces lâches de l'ombre c'est. Bien que j'ai vraiment essayé de les rencontrer, j'adorerais m'asseoir avec eux et simplement leur exposer les réalités de la vie. Je veux dire d'abord quel est leur devoir, mais plus important encore, nous n'essayons pas de les atteindre. Mais d'un autre côté, plus ils me forcent à travailler sur ce dossier, plus ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est plutôt sympa, ça m'aide vraiment. Ces gens sont tellement stupides, ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils font maintenant m'aide à prouver que les avocats étaient en conflit d'intérêts dès le départ. Pourquoi? Parce qu'ils prouvent que toute personne qui représente notre peur va être menacée si elle dit la vérité. Donc je suis content, tu sais, si c'est juste moi. Je ne suis pas content qu'ils le fassent en Afalzia. Ouais. Mais en même temps, plus ils laissent traîner cette affaire, si seulement ils nous aidaient, on pourrait la faire sortir demain. Mais plus ils laissent traîner, plus je vais déterrer de choses compromettantes sur eux et tout ça va être publié. N'est-ce pas? D'accord? Donc l'establishment pakistanais ne veut pas, il veut juste que tout ça disparaisse. Ils veulent qu'elle disparaisse. Qu'elle disparaisse. Ils veulent qu'elle meure dans les voitures de la FMC, c'est ce qu'ils veulent. D'accord, donc tu ne penses pas que tu vas obtenir grand-chose de l'establishment pakistanais? Je m'en fiche, vraiment, je me fiche d'eux. J'aime bien cette situation. Je pense que ça nous aide qu'ils fassent toutes leurs bêtises ridicules. Et tu sais, s'ils faisaient leur travail correctement, ce que je ne pense pas qu'ils feront un jour, on pourrait la faire sortir très rapidement. Mais s'ils ne vont pas le faire, je me fiche de ce qu'ils font parce que je peux la faire sortir. C'est juste une question de faire le travail. Afia est-elle toujours, elle était considérée comme la fille de la nation. Les Pakistanais se sentent profondément liés à elle et sont émus par ce qui lui est arrivé. Est-ce que ce sentiment existe toujours au Pakistan? Oh, c'est encore plus fort maintenant. Elle est de loin la femme la plus célèbre du Pakistan. Ouais. Elle a le soutien de tout le peuple, en fait. Ça va s'améliorer parce que nous allons révéler ce qui se passe vraiment, et il y a certaines rumeurs qui ont circulé, mais nous pouvons tout démystifier maintenant. Mais plus que cela, elle devient une figure reconnue dans le monde entier. C'est ça. Et la dernière fois que je t'ai parlé, on faisait ces démarches à Washington. En 3 semaines à peine, on a recueilli 1 700 000 de signatures pour sa grâce. Et tu sais, c'était la plus grande pétition en Amérique à ce moment-là. C'était incroyable. Je ne sais pas combien de fois tu as eu 1 700 000 de signatures pour toi. Je n'ai jamais eu ça. Malheureusement, non. Non. Quelle est la prochaine étape? Donc maintenant, tu sais, nous n'avons pas obtenu la grâce pour Rafia. Les autorités pakistanaises ne sont vraiment pas disposées à aider dans cette affaire. Donc ton objectif est de constituer un dossier directement en Amérique. Et nous avons monté le dossier. Et j'ai déjà envoyé un brouillon aux avocats américains du gouvernement. Je les ai rencontrés il y a environ 1 mois. D'accord. Et il y a 2 choses. Ce sont... Procureurs fédéraux. Oui, ce sont les procureurs fédéraux. Et ce sont des gens bien. Et prendre leur travail au sérieux. Et les États-Unis, l'avocat new-yorkais a étudié au King's College de Cambridge, où ma mère était secrétaire aux admissions. Donc, vous savez, on se connaît depuis très longtemps.
Nous avons donc deux options différentes. L'une d'elles est l'habeas corpus. Là-bas, on appelle ça le 2255, ce qui constitue une contestation de la légalité de la condamnation. Oui. Et pour diverses raisons compliquées, je ne vais pas ennuyer vos spectateurs avec Wheaton. Wheaton s'en occupe vraiment à ce sujet. Nous pouvons gagner, et nous avons un excellent argument d'innocence. Et l'argument d'innocence n'est pas seulement qu'elle n'a pas tiré avec l'arme. C'est que si elle était une victime d'enlèvement, ce que nous pouvons désormais démontrer sans aucun doute, elle pouvait tirer sur qui elle voulait. Lorsqu'on est kidnappé, on peut tirer. Nous avons un dossier d'innocence solide. Le compromis est qu'il y a une requête pour une libération pour raison humanitaire. Parce qu'elle a la deuxième plus longue peine des États-Unis dans l'histoire des 41 dernières années. Sur ce point, et parce que tout ce sur quoi le juge s'est appuyé s'avère être faux, car la CIA lui mentait, je pense que nous avons un dossier très solide pour eux. Juste pour dire, regardez, elle a purgé sa peine. Un total de 22 ans maintenant, ce qui est plus que la plupart des gens ne font pour ces chefs d'accusation. De toute façon, oui, alors il suffit de laisser tomber. Et nous avons un accord avec un pays étranger que je ne nommerai pas, qui a accepté de l'accueillir. Nous financerons nous-mêmes, nous lui offrirons le traitement dont elle a besoin, et ensuite tout cela pourra être oublié. Et l'avantage, c'est que personne n'a à admettre s'être trompé. Ouais, ils peuvent simplement dire que nous faisons preuve de compassion. Je pense donc que nous y parviendrons. Vous savez, le système américain est lent, mais je vais déposer la plainte au tribunal dans les prochaines semaines. Et nous la ferons sortir l'année prochaine. Vraiment? L'année prochaine? Fantastique. D'accord, je veux dire, le système américain, bien sûr, est un système très politisé. Et y a-t-il une volonté au sein de cette administration, au sein du département de Pam Bondi, au sein, vous savez, de l'administration Trump, pour vraiment faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, j'aimerais penser que nous aurons les procureurs américains de notre côté, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais nous n'avons pas besoin d'eux, vous savez, parce que nous avons un juge fédéral. Et le juge fédéral a été nommé par un démocrate. C'est un homme juif âgé, oui, un homme raisonnable. Et je pense qu'il va être en colère d'avoir été mal informé. Et ce n'était personne. On ne peut blâmer personne parce que les procureurs ne savaient pas, oui, le juge ne savait pas, ils sont tous innocents. Donc, au final, nous pouvons faire tout cela de manière collégiale. Et vous savez, je pense que nous pouvons arriver là où nous devons aller. Mais nous verrons bien. Je veux dire, je me suis déjà trompé sur ce point, alors j'espère que je ne me tromperai pas cette fois-ci. Ok, je veux dire, c'est une très bonne nouvelle si l'on dit que l'année prochaine, peut-être, Afia, sera publié, c'est super. A-t-on des nouvelles du fils d'Afia, Soleiman, qui a disparu le jour de son enlèvement? eh bien je vais te lire quelque chose que je viens de trouver dans nos dossiers. J'ai fait beaucoup de choses pendant mon absence. Et c'est vraiment très triste. Je suis tombé sur un poème qu'elle a écrit en ourdou. Tu devras faire la partie en ourdou, mais je vais m'en charger. L'ourdou est terrible, toi. D'accord, je vais donc le faire en anglais. Et les 3 premières lignes sont celles-ci. Tu as arraché mes jeunes enfants à leur mère. L'un, tu l'as tué, les autres, tu me les as enlevés. Pour quel crime as-tu tué un bébé de 6 mois? C'est un poème qu'elle écrivait. Et c'est tellement triste. Tu sais, quand je me suis d'abord impliqué dans cette histoire, je me suis dit, le pauvre Suleiman est mort, non? C'est un peu comme l'affaire Maddie McCann ici en Grande-Bretagne. Tu sais, il est presque certain que la pauvre Maddie est morte. C'est une question très difficile et je serais intéressé de connaître l'avis de vos auditeurs et téléspectateurs. Mais après 22 ans, vous avez 2 choix. Préféreriez-vous savoir que votre enfant est mort et pouvoir faire son deuil et parvenir à une sorte de, vous savez, pas forcément à une résolution, mais au moins essayer de régler le problème? Ou préférez-vous vous accrocher à ce petit espoir qu'il soit encore en vie? Lequel choisiriez-vous? Je suppose la seconde option, non? Eh bien, je trouve que c'est à peu près du 50-50 de façon intéressante. En fait, plus d'hommes choisissent l'espoir, étonnamment, d'après mon expérience. Mais, vous savez, je pensais qu'ils étaient juste un peu naïfs s'ils croyaient que ce pauvre enfant était encore en vie, jusqu'à ce que j'apprenne tout le reste, vous savez,
qu'ils avaient vraiment placé Mariam en adoption forcée et qu'ils ne l'ont récupérée que parce que les Afghans les y ont obligés. Sinon, Mariam serait toujours partie. Et ce sont les Afghans qui ont fait ça. C'était pendant l'occupation américaine. Oui, c'était en 2010. Et c'est parce que Faouzia a rencontré Hamid Karzai à Islamabad, leur a raconté toute cette histoire triste. Oui. Et ça l'a touché. Et il est retourné voir les Américains en leur disant « Vous devez rendre cette fille. » Droite. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui puissent dire du bien d'Hamid Karzai, c'est vrai. Eh bien, je l'ai rencontré l'autre jour et je n'ai pas grand-chose de positif à dire à son sujet, je le crains. Mais il a fait cette bonne chose. Et pour cela, je lui suis reconnaissant. Et donc, quand on apprend les détails de cette histoire, on se dit, eh bien, peut-être, tu sais, Suleyman, ce n'est pas facile de simplement tuer un enfant, n'est-ce pas? Et donc, peut-être que Suleyman a aussi été adopté de force. Et, tu sais, il était à Baltimore ou quelque chose comme ça. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des images de lui avec l'IA et nous, tu peux les parcourir et je vais te les montrer. Mais je ne sais pas si les gens les verront très bien, mais on peut en faire des gros plans. Et donc, voilà à quoi il ressemblerait, tu sais, 1 an ou 2 après son enlèvement. Là, il a environ 8 ans. Là, il a environ 14 ans. Là, il a 18 ans. Et voilà à quoi il ressemblerait aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire, c'est lancer une campagne à travers l'Amérique en espérant obtenir le soutien de quelques célébrités où nous parlerons de cela, mais aussi de nombreux enfants afghans, car j'ai été choqué de découvrir, en faisant mes recherches, que lors de la dernière année de l'occupation américaine, 1450 enfants afghans ont été emmenés en Amérique, dans des conditions de légalité très douteuses. Donc si nous lançons tout cela et que nous organisons une conférence, j'espère, à Kaboul, où nous inviterons toutes les familles à venir, celles qui ont des enfants disparus parce qu'elles ne peuvent pas récupérer leurs enfants, n'est-ce pas? Je veux dire, elles n'ont pas l'argent pour faire cela. Donc nous pouvons le faire pour elles. Et de cette façon, nous pouvons mener ce projet et certains enfants en Amérique qui sont adoptés et qui ne connaissent pas leurs parents biologiques, s'ils veulent savoir, ils peuvent se manifester et alors nous verrons si nous pouvons les mettre en relation. Et j'espère, peut-être, que nous retrouverons Suleyman, ce qui serait merveilleux. Et si ce n'est pas le cas, ce sera très triste. Mais peut-être qu'un jour, les autorités compétentes auront le courage nécessaire d'être pleinement honnêtes à ce sujet important. Suleyman pourrait vivre avec une famille en Amérique en ce moment et il pourrait être en vie et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas. Et on ne peut pas, vous savez, quand on pense aux Makans, ils se battent depuis si longtemps et j'ai tellement de compassion pour eux. Oui. Mais vous savez, si j'étais parent, je pense que je ferais la même chose. Oui. Nous ne pouvons donc pas simplement les laisser en place. Je pense que c'est une véritable torture pour Afia de lui dire qu'elle doit nous croire sur parole, que, vous savez, elle ne peut pas le récupérer. Vous savez, c'est tout simplement faux. Et comment ça se passe, comment? Les autres enfants d'Afia, Ahmed et Mariam? Écoutez, je les vois à chaque fois que je vais au Pakistan et ils sont encore incroyablement traumatisés. Et ils ne sont pas seulement traumatisés parce qu'ils ont vécu. Ils sont traumatisés par le fait qu'on leur a dit que s'ils parlaient de cela, cela leur attirerait des ennuis. Ils ont vu les cadavres déposés devant la maison. Honnêtement, je pense que les gens qui font ça n'ont aucune honte et c'est écœurant. J'ai toujours considéré que mon travail, c'est que je n'aime pas les tyrans. Et parfois, je pense que la seule chose que les tyrans comprennent, c'est d'être eux-mêmes intimidés. Et vous savez, je suis très privilégié et je peux me permettre ce genre de choses. Et ça me met hors de moi que les autorités continuent à faire ça à ces enfants. Droite? C'est donc une question que je vous pose tout le temps, mais que pouvons-nous faire? De quel domaine avez-vous besoin d'aide? Bien. Oui, je peux tous vous exploiter, ne vous inquiétez pas. Non. Sérieusement, il n'y a personne qui n'ait pas un talent qui puisse être mis à profit. L'une des choses pour lesquelles j'aimerais vraiment avoir de l'aide, c'est d'obtenir des interventions devant ce juge de la part de personnes. Le traitement d'Afia à Caswell est horrible. On ne nous a pas permis de faire venir un médecin indépendant à Tassia. On ne nous a pas permis de faire venir un imam à Tassia, Omar Suleyman, que beaucoup de gens connaissent. J'adore ce type. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et il habite là-bas, il est prêt à aller la voir et il serait formidable pour elle.
mais ils ne le laissent pas entrer et ils ne veulent pas dire pourquoi. Donc l'une des choses que je veux faire pour le juge à New York, c'est obtenir une intervention à la fois de médecins et d'imams, séparément ce qu'on appelle un mémoire amicus, où ils interviennent et disent « Vous savez, nous sommes un peu choqués que la prison n'autorise pas les gens à entrer. Et je veux que le plus d'imams possible se joignent à cela, ainsi que le plus de médecins, d'infirmiers ou de professionnels de santé, tous ceux qui n'auront qu'à signer un mémoire qui sera déposé. Vous savez, cela ne leur coûtera rien, cela dit simplement « Laissez cette pauvre femme recevoir des soins de santé, laissez-lui un réconfort spirituel. » Donc toute personne qui est soit un professionnel de santé, soit, vous savez, une personne spirituelle, un imam d'une certaine sorte, ou qui peut nous aider à faire signer ces personnes, serait vraiment utile. Maintenant, au-delà de cela, il y a beaucoup d'autres talents que les gens possèdent. J'aimerais avoir de l'aide pour notre projet à la recherche de Suleiman. Vous savez, quelqu'un pour gérer ce projet, quelqu'un qui sait comment faire des reconstructions en IA correctement, ce genre de choses. Et puis, il pourrait y avoir un jeune quelque part parce que, soyons honnêtes, je vais t'insulter parce que tu n'es pas aussi vieux que moi. Je suis vieux, j'ai les cheveux gris et je suis fatigué. Ouais. Que certains jeunes ont de super idées impliquant des technologies modernes que je ne comprends vraiment pas, mais qu'on pourrait réaliser. Ça va amplifier tout ça. Nous sommes en train de réaliser un programme en 2 parties pour Al Jazeera à ce sujet. Ils m'ont accompagné en Afghanistan, pas cette fois-ci, mais la fois d'avant. Et ils veulent faire un podcast. Ils adorent vraiment le projet Searching for Suleiman. Donc, vous savez, on utilise ça pour amplifier tout cela et pour changer le récit, en passant de certaines absurdités à des choses positives. Et puis, ce que les gens peuvent aussi faire, parce que les gens pensent toujours qu'ils ne peuvent rien faire, mais en réalité ils le peuvent, c'est qu'ils peuvent encore écrire à Afia. Et quoi que vous fassiez, ne dites pas que vous la plaignez, dites que vous êtes inspiré par elle. Vous envoyez les lettres à mon adresse lettersforafia@gmail.com. Et vous savez, je peux les lui transmettre dans ce courrier légal et cela l'aide à survivre dans le cauchemar qu'est Karlsruhe. Donc, vous savez, il y a beaucoup de possibilités et si les gens ont d'autres idées, vous pouvez tout à fait partager mon adresse email. Là-bas, là. Qui est cliffstaffordsmith2020@gmail.com et vous pouvez m'envoyer tout ce que vous souhaitez pour aider. Et vous pouvez toujours faire un don au mouvement AFIA. C'est amusant parce que cela coûte cher. Ce voyage en Afghanistan a coûté 8 ou 9 000 livres. Vraiment? Oui, d'accord. Et comment peuvent-ils faire? Comment pouvons-nous faire un don? Eh bien, je peux vous donner le lien. Oui. Oui, je vais vous l'envoyer. Nous demanderons à nos spectateurs de continuer à écrire des lettres. Je pense que la première fois que nous avons fait ça, elle a reçu un bon nombre de lettres. Oui, c'était bien. Et tu sais quoi? Elle les reçoit et ça l'encourage. Et puis, quand elle subit des abus dans cette prison, elle prend vos lettres et les lit à haute voix à ses agresseurs. Et ça, c'est génial. Donc, je suis vraiment content pour ça. D'accord. Donc, la session pour Suleiman, il semble qu'il doit y avoir des créatifs talentueux là-bas en Amérique. Oui. Qui sont capables de... Et ils n'ont pas besoin d'être en Amérique. Ils peuvent le faire d'ici. Mais il nous faut quand même des célébrités qui s'y connaissent dans ce genre de choses. Nous avons besoin de personnes qui s'y connaissent. Vous savez, les adoptions forcées, qui peuvent nous aider pour tout l'aspect afghan de la situation. Oui. Et ainsi de suite, oui. C'est ça. Donc, on a vraiment besoin d'autant d'aide que possible de la part de personnes qui pourront maintenir cela, faire vivre cette cause. Je veux dire... Oui. Écoutez, je pense que de notre côté, vous savez, nous aimerions vous aider autant que possible. Et vous savez, je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais vous savez, c'est formidable ce que vous faites pour nous en direct. Oh, j'adore faire ça. C'est vraiment le cas. Vous savez, j'ai l'impression que, je ne sais pas, parfois j'ai l'impression que nous n'avons pas fait assez pour Afia. Et vous savez, je suis content qu'on ait quelqu'un comme vous qui vient pour vous pousser à en faire plus. Tu n'as pas ta montre Casio aujourd'hui. Non, elle est dans la poche de ma veste parce que, tu sais, le problème avec les Casio, c'est que je les casse. Environ tous les 7 mois, je les casse. Et ça m'est justement arrivé il y a 2 jours et je dois acheter un nouveau bracelet. Y a-t-il autre chose? Peut-être que je ne prévois pas de fabriquer une bombe. C'est un lien. Gardons ça comme un suspense.
Pour ceux qui veulent connaître la raison, le lien entre les Casio et les bombes, ils doivent regarder l'émission précédente. Oui, c'est vrai. Ils doivent vraiment regarder ça, n'est-ce pas? Donc, d'accord, à part ça, il faut qu'on mobilise la communauté. J'imagine que la communauté musulmane en Amérique serait très utile ici. Nous voulons que tout le monde participe. Clyde Stafford Smith, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir.